suite aux récentes divulgations de Wikileaks concernant les mails d'Edgar Mitchell, pilote de la mission Apollo 14, sixième homme à avoir marché sur la Lune en 1971, docteur en sciences de l'aéronautique et de l'astronautique au MIT, décoré de la médaille présidentielle de la liberté à l'intention de John Podesta, actuel directeur de campagne d'Hillary Clinton. Nous avons fait des recherches sur les documents révélés grâce à des requêtes FOIA, Freedom of Information ACT, et il se trouve que nous sommes tombés sur un document du FBI, quelque peu intrigant. Rappelons que le MUFON a déjà fait beaucoup de tri dans de nombreux dossiers divulgués grâce au FOIA. Le MUFON, le réseau mondial d'études des OVNI, dont la mission est d'étudier les témoignages d'apparition d'objets volants non identifiés, ouvre les portes du hangar numéro 1 où sont stockées ses archives, soit plus de 70 000 dossiers brûlants. Journalistes, historiens et enquêteurs spécialistes en ufologie reviennent sur certaines des affaires d'OVNI les plus controversées et tentent d'y apporter un nouvel éclairage grâce aux archives du MUFON. Même les plus sceptiques pourraient bien se laisser convaincre. Le 19 janvier 2015, 129 491 pages de documents secrets de l'U.S. Air Force couvrant la période 1947 à 1969, et relatifs aux objets volants non identifiés, les OVNI, ont été déclassifiés. Ils sont désormais accessibles en ligne sur le site d'un célèbre chasseur d'extraterrestres, John Greenwald, qui a obtenu leur déclassification par voie juridique. Les ufologues, ainsi qu'on nomme ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI, de UFO ou Unidentified Flying Object, seront particulièrement intéressés par les documents sur le projet Blue Book, mené par une commission de l'U.S. F qui, de 1952 à 1969, était chargée d'étudier ce phénomène. On y découvre que 12 618 cas d'OVNI ont été répertoriés, dont 3 201 ont fait l'objet d'une analyse plus poussée. Parmi ceux-ci, 706 sont restés inexpliqués. Les autres ont pu être clarifiés et attribués à plusieurs types de causes, phénomènes atmosphériques, essais aéronautiques secrets, hallucinations, etc. Le MUFON a présenté un certain nombre dans une série de documentaires Hangar numéro 1, notamment diffusés sur la chaîne de télévision française, numéro 23. Un rapport très intrigant a été découvert par Tercer Millenniaux, révélant des documents du gouvernement confirmant l'existence des extraterrestres sur notre planète. Cette lettre du FBI, datant de 1947, relate que ces êtres qualifiés d'interdimensionnels seraient présents sur notre planète. Elle était destinée à Edgar Hoover, aurait été publiée récemment et porte le numéro 6751. Elle stipule que ces personnages ne vivent pas sur une planète à proprement parler, mais dans une sorte de monde qui serait relié au nôtre. De plus, il est écrit que si ces soucoupes volantes venaient à attaquer la Terre, nos avions les plus performants ne seraient pas capables de les arrêter. Ce document est une véritable lettre d'information sur ces engins et sur les pilotes. Il est aussi écrit que, pour le moment, leurs visites ont un but pacifique et qu'ils ressemblent à des êtres humains, mais en plus grand. Ils se matérialiseraient en entrant dans l'atmosphère. Ce document serait une sorte de mise en garde, car si pour le moment, ils ne sont pas une menace, ils pourraient un jour le devenir. Par ailleurs, ce dernier date de 1947 et depuis, notre technologie a considérablement évolué. Peut-être même avec des études sur la récupération de certains engins. Nous avons déjà les moyens de voyager parmi les étoiles, mais ces technologies sont bloquées dans le programme secret et cela prendrait un acte de Dieu pour les sortir et en faire profiter l'humanité. Ben Rich, 1995, ancien directeur de la Lockheed. Souvenez-vous, en mai 1989, Bob Lazar révélait au monde entier que le gouvernement américain procède en secret à de la rétro-ingénierie sur des ovnis cachés dans un lieu secret nommé S4, situé à 20 km au sud de la zone 51, près de Groom Lake dans le Nevada. Il déclara aussi que le fonctionnement de ces engins, basés sur l'antigravité, dépend d'un mystérieux élément inconnu, nommé élément 115. Ridiculisé et attaqué de toutes parts, personne ne l'avait cru à l'époque. Pourtant, en 2004, 15 ans après, une équipe de scientifiques découvre l'existence de l'Inupensium, l'élément 115 du tableau périodique. Incroyable, Bob Lazar avait donc raison. Au moins sur ce point. Ce qui pourrait corroborer les dires de Gary Kinnon, connu pour avoir réalisé l'un des plus grands piratages informatiques de tous les temps, accusé d'avoir fouillé dans 97 serveurs du gouvernement américain, dans les réseaux informatiques de la NASA et de l'armée américaine entre 2001 et 2002. Pouvez-vous imaginer que les premiers drones datent en réalité du 19e siècle? C'est à cette époque en tout cas que Nikola Tesla évoque dans un brevet, récemment découvert par l'ingénieur Mathieu Schroyer,
Des appareils qui sans câble ni fil sont capables de se déplacer au moyen des ondes, impulsions ou radiations reçues depuis la Terre, l'eau et l'atmosphère et d'atteindre tout objet se trouvant dans leur région active. Le brevet contient également des réflexions concernant les sphères d'emploi des appareils. Outre les fonctions logistiques et la liaison avec des terrains d'accès difficiles, Tesla mentionne leur possible emploi militaire. La capacité destructive certaine et illimitée de mon invention permettra d'assurer et de maintenir éternellement la paix entre les peuples. Bref. Une très sérieuse situation peut surgir n'importe quand en rapport avec les soucoupes volantes. Si l'une d'elles venait à être attaquée, les avions attaquants seraient très probablement détruits. Dans l'esprit du public, cela pourrait provoquer la panique et des suspicions sujettes à l'interprétation. Les données principales concernant ces vaisseaux est maintenant entre nos mains et doivent être offertes, peu importe combien cela peut paraître inintelligible et fantastique aux esprits qui n'ont pas été habitués à penser de cette manière. 1. Certains moraux du disque transportent l'équipage, le reste est guidé à distance. 2. Leur mission est pacifique. Les visiteurs contemplent la constitution de ce plan. 3. Ces extraterrestres ressemblent aux humains mais sont beaucoup plus grands en taille. 4. Ils ne sont pas des humains excarnés, en anglais excarnate, mais viennent de leur propre monde. 5. Ils ne viennent pas d'une autre planète, telle que nous utilisons ce mot, mais d'une planète éthérique qui est interconnectée avec notre propre plan des choses, et qui nous est imperceptible. 6. Le corps des visiteurs, et les vaisseaux aussi, se matérialisent automatiquement quand ils rentrent dans le niveau vibratoire de notre matière dense. 7. Les disques possèdent un type d'énergie radiant, ou un rayon, qui peut facilement désintégrer n'importe quel vaisseau attaquant. Ils peuvent revenir dans l'éthérique à volonté, et peuvent si simplement disparaître de notre champ de vision, sans laisser aucune trace. 8. La région d'où ils viennent n'est pas le plan astral mais correspond au Lokautala. Les étudiants des sujets ésotériques comprendront ces termes. 9. Ils ne peuvent probablement pas être contactés par radio, mais probablement en utilisant les radars, si un système de signaux pouvait être développé pour cet appareil. Nous donnons l'information et une mise en garde et nous ne pouvons faire plus. Traiter les nouveaux venus le plus gentiment possible. Une lourde responsabilité pèse chez les quelques autorités qui sont capables de comprendre cette situation. Citizen Hearing on Disclosure aux États-Unis, le lobby de la divulgation, qui fait pression sur le gouvernement américain pour qu'il lève le secret sur le dossier OVNI, a frappé fort. Entre le 29 avril et le 3 mai, Stephen Bassett, l'un des principaux activistes de ce mouvement, à la tête du Paradigm Research Group, a organisé le Citizen Hearing on Disclosure, l'audience citoyenne de la divulgation. Pendant 5 jours, des témoins se sont succédés à la tribune du National Press Club pour relater leurs rencontres plus ou moins rapprochées avec des engins et des créatures hautement insolites. L'intérêt de ce colloque tient en grande partie à la qualité de certains intervenants, hauts gradés, politiques, scientifiques, anciens membres des services de renseignement US, astronautes, beaucoup sont des compagnons de route de longue date de Stephen Bassett. Parmi eux, Edgar Mitchell, le 6e homme sur la Lune, convaincu que notre planète est visitée, l'inévitable Nick Pope, ancien monsieur OVNI du gouvernement britannique, le capitaine Robert Sallah, qui aurait assisté à la désactivation de missiles nucléaires par un OVNI sur la base de Malmstrom en 1967, et l'ancien ministre de la Défense canadien Paul Hellyer, déjà auteur de déclarations fracassantes et qui, cette fois encore, a poussé le bouchon assez loin. Nous y revenons plus bas. Mais la conférence valait aussi par son auditoire. Stephen Bassett a tenté de reproduire le décorum et la solennité d'une audience au Congrès. Pour ce faire, il a convaincu 6 anciens élus de tous bords de former un panel censé écouter les témoignages des orateurs et leur poser des questions, de préférence avec les sourcils froncés, signe d'un profond intérêt. Et la mansubre a fonctionné puisque ces audiences, dont l'ambitieux slogan était « Si le Congrès ne fait pas son travail, le peuple le fera », ont obtenu une bonne couverture médiatique, aux États-Unis du moins. Même le prestigieux New York Times y a consacré un article qui ne suinte pas trop l'ironie condescendante que la presse sérieuse réserve d'ordinaire à ces sujets. Le quotidien cite l'ex-sénateur démocrate de l'Alaska, Mike Gravel, aujourd'hui libertarien, qui lâche « La Terre est placée sous surveillance, et même sous surveillance rapprochée, car nous montre la guerre ». Quant à Caroline Kilpatrick, ancienne représentante démocrate du Michigan, battue en 2010, elle déplore « Dans notre pays, on tourne ce sujet en dérision. Mais je suis convaincu qu'il mérite beaucoup plus d'attention. Ce n'est pas une blague, il y a des données scientifiques qui indiquent qu'il se passe quelque chose.
Voici les interventions les plus marquantes de ce comité. Gary Oseltine, un officier de police anglais, a créé en 2001 une base de données des observations d'OVNI au Royaume-Uni par des policiers. En 12 ans, il a recensé 430 cas impliquant 900 membres des forces de l'ordre. 73% de ces observations ont été rapportées par plusieurs policiers. En avril 1984, dans le Middlesex, une vingtaine d'officiers de police a vu pendant 2 ans un objet en forme de dôme projetant des boules lumineuses vers le sol. Cette observation a été retranscrite dans un rapport communiqué au ministère de la Défense. Le colonel Oscar Santamaria Huerta, qui a servi pendant 25 ans dans l'armée de l'air péruvienne, a raconté son combat aérien avec un objet en forme de sphère évoluant à proximité de la base militaire de La Joya, à Arequipa, le 2 mai 1980. Oscar Huerta a décollé à bord de son Sukhoi 22 pour intercepter l'objet d'environ 10 mètres de diamètre, formé d'une sorte de bulbe blanc crémeux reposant sur un socle d'apparence métallique. D'abord convaincu qu'il s'agissait d'un ballon espion, le pilote a été rapidement détrompé par les capacités de vol ahurissantes de l'objet au cours d'un jeu du chat et de la souris qui a duré exactement 22 minutes. Oscar Huerta n'est parvenu qu'une seule fois à se mettre en position de tir, mais l'objet a semblé absorber les projectiles qui n'ont occasionné aucun dommage visible, a-t-il expliqué. Cette incroyable poursuite a été observée à distance, par les quelques 1800 personnes présentes sur la base ce jour-là. Le témoignage écrit du major de l'Air Force George Phillet est assez similaire au précédent. À ceci près, que sa rencontre avec un ovni l'a conduit à partager la table du prince Philippe, l'époux de la reine d'Angleterre. Affecté à la base de Sculthorpe, au Royaume-Uni, il a été missionné en janvier 62 avec son équipage pour aller à la rencontre d'un objet repéré par les contrôles au radar londoniens entre Stonehenge et Oxford. L'objet est apparu sur l'écran de son radar embarqué à bord du bombardier KB-50J, l'écho radar était comparable à celui renvoyé par un porte-avions ou même par le pont de Brooklyn. Mais il était parfaitement clair avec des contours définis, indice qu'il était composé de métal. À environ 10 km du point d'interception, l'objet, dont nous pouvions voir les lumières alignées comme les feux de position d'un navire, a semblé s'animer. Il est devenu incroyablement brillant. Puis, soudain, il est parti verticalement à une vitesse fantastique. Quelques semaines plus tard, George Phillet et son équipage ont eu la surprise de recevoir une invitation du duc d'Édimbourg qui s'est montré chaleureux, amical et très intéressé par leur aventure. Le prince Philippe leur a confié qu'il avait déjà débriefé en plusieurs occasions des pilotes après leur rencontre avec un objet volant non identifié, rappelant que son oncle, le duc Mountbatten, avait lui-même observé de très près un ovni. Les 6 représentants du Congrès ont aussi eu droit à leur lot d'anciens agents des services de renseignement, les traditionnels whistleblowers, chuchoteurs de secrets faisant état de bases secrètes où seraient détenus des aliens et de technologies extraterrestres étudiées par le Pentagone. L'ufologue Richard Dolan a ainsi présenté une vidéo de 15 minutes dans laquelle un homme de 77 ans, qui se présente comme un vétéran de la CIA assez mal en point relate une histoire digne d'un scénario de X-Files, où l'on retrouve Roswell, la zone 51, le président Eisenhower, des petits gris, Edgar J. Hoover etc. Parmi ces intervenants, l'un d'entre eux peut se targuer d'une carrière politique qui lui assure a priori un certain crédit, le surnommé Paul Hellyer, ministre de la Défense du Canada entre 1963 et 1967. Hellyer a fait irruption dans le monde ufologique avec un discours mémorable prononcé en 2005 à l'Université de Toronto. Il y déclarait « Les ovnis sont aussi réels que les avions, le secret qui couvre toutes les questions se rapportant à l'incident de Roswell et son précédent, l'administration Bush a autorisé les militaires à construire une base avancée sur la Lune, les États-Unis mettent au point des armes qui pourraient être utilisées contre les extraterrestres. Selon Paul Hellyer, les États-Unis travaillent en étroite collaboration avec 2 races d'extraterrestres, dont les fameux grands blancs Whitetail, grands blancs. Mais qui sont loin d'être les seuls touristes cosmiques. Je pensais que nous étions visités en permanence par 5 races différentes, mais, il y a quelques jours, je suis tombé sur un document qui en dénombre au moins 20, dit-il. Grâce à ces fructueux transferts de technologie, les États-Unis détiennent le secret d'une énergie libre inépuisable, gratuite et non polluante. Mais, bien entendu, pour de sombres intérêts économiques, le gouvernement américain refuse d'offrir à l'humanité cette énergie miraculeuse qui pourrait sauver la planète. Après tout, pourquoi pas, il présente dans son livre The Money Mafia, Un monde en crise. Nos problèmes ne sont pas naturels, ils ont été provoqués par une très petite élite de gens riches impitoyablement avides de pouvoir, qui ont maintenu la population dans l'ignorance la plus totale, dit-il,
puis mentionne les différents cartels non élus qui opèrent dans l'ombre, avec au sommet le cartel bancaire et financier suivi du cartel pétrolier et de la corporatocratie. Leur plan est de créer un nouvel empire, ils appellent cela le nouvel ordre mondial. Il aborde divers sujets, dans une démarche d'informer le monde sur la vérité et de divulgation totale, du crash de Roswell et la présence d'autres espèces à la prise de contrôle par l'élite, l'impasse de la dette ou encore l'arnaque du 11 septembre, le type, le schéma de Ponzi créé par les banques et la mise en esclavage des peuples. La réalité d'objets volants non identifiés n'est pas une question de croyance, d'opinion ni de choix. C'est un fait. Ces objets peuvent être observés par de multiples témoins, photographiés, détectés par des radars, et laisser des marques au sol. Leslie Kahn. Le gouvernement de l'ombre possède une gigantesque puissance géopolitique grâce à la centralisation des systèmes énergétiques et financiers. Tout système surunitaire pourrait décentraliser leur pouvoir et c'est la principale raison pour laquelle ils veulent maintenir ces technologies secrètes. Ils sont prêts à laisser la situation environnementale se dégrader afin de maintenir leur contrôle aussi longtemps que possible. Stephen M. Gray. Déclaration des hommes politiques. Harry S. Truman, président des États-Unis d'Amérique 1945-1953. Il déclare le 4 avril 1950 lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, « Je peux vous assurer que les soucoupes volantes, si tant est qu'elles existent, ne sont construites par aucune puissance terrestre. » Puis dans un communiqué de presse en décembre 1952, ces phénomènes inexpliqués ne sont ni une arme secrète, ni une fusée, ni un nouveau type d'avion d'essai. Dwight D. Eisenhower, président des États-Unis d'Amérique de 1953 à 1961. Une rumeur, répandue à partir des témoignages de militaires et d'agents de la CIA à la retraite, circule selon laquelle le président Eisenhower aurait rencontré une délégation extraterrestre sur une base aérienne américaine en 1954. John F. Kennedy, président des États-Unis d'Amérique de 1961 à 1963. Dans un mémorandum adressé au directeur de la CIA le 12 novembre 1963, il écrit « Objet, examen de la classification de tous les dossiers OVNI concernant la sécurité nationale. Comme convenu, j'ai engagé une action et ai demandé à James Webb de mettre en place un programme avec l'Union soviétique d'exploration commune de l'espace et de la Lune. Il serait particulièrement utile que vous réexaminiez les cas les plus menaçants afin de les identifier en toute bonne foi contrairement aux sources provenant de la CIA et de l'USAF. Il est important que nous puissions établir une distinction claire entre le connu et l'inconnu au cas où les soviétiques considéreraient notre coopération étendue comme une couverture d'opérations de collecte de renseignements sur leur défense et leurs programmes spatiaux. Une fois ces données examinées, je souhaiterais que vous arrangiez un programme d'échange de données avec la NASA sur ce qui reste inconnu. Ceci aidera les directeurs de mission de la NASA dans le domaine de la défense. Je souhaiterais un rapport préliminaire sur l'examen des données avant le 1er février 1964. Gerald R. Ford, président des États-Unis d'Amérique de 1974 à 1977, avec la ferme conviction que le public américain mérite une meilleure explication que celle donnée jusqu'ici par l'armée de l'air, je recommande fortement la création d'une commission d'enquête sur le phénomène OVNI. Il s'agit là de notre devoir envers le peuple afin de renforcer notre crédibilité face au phénomène OVNI et faire la plus grande lumière possible sur ce sujet. Lors de son année au Congrès, Jimmy Carter, président des États-Unis d'Amérique de 1977 à 1981, si je suis élu président, je ferai en sorte que toutes les informations détenues par ce pays sur les observations d'OVNI soient disponibles pour le public et les scientifiques. Je suis convaincu que les OVNI existent parce que j'en ai vu un. Pendant sa campagne présidentielle, Ronald W. Reagan, président des États-Unis d'Amérique de 1981 à 1989, obsédé par les rivalités du moment, nous oublions souvent tout ce qui unit les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin de quelques menaces mondiales extérieures afin de prendre conscience de ce lien. Je pense quelquefois que nos différences disparaîtraient très vite si nous devions faire face à une menace extraterrestre. Et pourtant, je vous le demande, une force extraterrestre n'est-elle pas déjà parmi nous? Lors de la 42e Assemblée Générale des Nations Unies du 21 septembre 1987, alors qu'il était gouverneur de Californie, il affirme avoir été témoin d'un OVNI, lors d'un vol. William J. alias Bill Clinton, président des États-Unis d'Amérique 1993-2001. Pour autant que je sache, aucun vaisseau extraterrestre ne s'est écrasé à Roswell, Nouveau-Mexique, en 1947. Si l'armée de l'air des États-Unis a récupéré des corps extraterrestres, ils ne m'ont rien dit non plus à ce sujet, et je veux connaître la vérité.
novembre 1995. Monsieur Mikhail Gorbatchev, président de l'URSS. Au cours de notre rencontre à Genève, le président des États-Unis m'a dit que si la Terre était confrontée à une invasion d'extraterrestres, les États-Unis et l'Union soviétique réuniraient leurs forces pour la repousser. Je ne discuterai pas cette hypothèse, bien que je pense qu'il est encore trop tôt pour s'inquiéter d'une telle intrusion. 16 février 1987. Lors d'un discours officiel au Kremlin. Le phénomène OVNI existe vraiment, et il doit être traité sérieusement. 4 mai 1990. Journal Jeunesse soviétique. Monsieur Robert Gallet, ministre de la Défense français. Je dois dire que si les auditeurs pouvaient voir par eux-mêmes la masse de rapports arrivant de la gendarmerie chargée de mener les enquêtes, que nous faisons tous suivre au Centre national des études spatiales, ils verraient alors que tout cela est assez troublant. Je crois que l'attitude d'esprit que l'on doit adopter vis-à-vis de ces phénomènes doit demeurer ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne consiste pas à nier a priori. Nos ancêtres des siècles précédents ont nié des quantités de choses qui nous paraissent aujourd'hui parfaitement élémentaires, qu'il s'agisse de la piézoélectricité, de l'électricité statique, sans parler d'un certain nombre de phénomènes liés à la biologie. En fait, tout le développement de la science consiste à ce qu'à un instant déterminé on s'aperçoive que 50 ans auparavant on ne savait rien et qu'on ne comprenait rien à la réalité des phénomènes. 21 février 1974 à la radio. Lord Amiral Hill Norton, chef d'état-major du ministère de la Défense de Grande-Bretagne, président du Conseil militaire de l'OTAN. Il dirigea le groupe d'enquête sur les ovnis au sein de la Chambre des Lords, formé en 1978. Le fait que des objets, observés dans notre atmosphère ou même sur la terre ferme, ne puissent être assimilés à des objets construits par l'homme ou à un quelconque phénomène physique connu de nos scientifiques, semble évident. Un très grand nombre d'observations ont été rapportées par des personnes dont le sérieux me paraît indiscutable. On sait maintenant que nombre d'entre eux ont été des observateurs compétents, tels que des officiers de police ou des pilotes civils et militaires. Leurs observations ont bien souvent été confirmées par des dispositifs techniques tels le radar ou, de manière encore plus crédible, des interférences avec divers appareillages électroniques. 1973. En 1985, il interpelle Lord Trefgarne, alors ministre délégué à la Défense, sur les observations d'OVNI de Rendlesham. Ou bien les officiers supérieurs de l'SAF sont devenus fous ou bien ils ont bel et bien vu un OVNI. Lord Trefgarne se contenta de répondre, vu la petite taille des objets, il est peu probable qu'ils aient été pilotés. De plus, aucune personne violant l'espace aérien britannique ne se signalerait par de tels jeux de lumière. Nous pouvons donc en conclure que l'incident est sans conséquence pour la sécurité nationale. Ce à quoi Hill Norton répondit, je n'ai aucun doute, quelque chose s'est posé à côté de cette base de l'SAF, et tout le monde a paniqué. Le ministère de la Défense, pour s'abriter, a affiché une attitude d'indifférence habituelle, en déclarant qu'il n'y avait aucun danger pour la sécurité nationale. Ainsi, soit tous ces gens, y compris les officiers supérieurs, ont été victimes d'hallucinations, symptômes inquiétants chez des hommes dirigeant une base nucléaire, soit ils ont effectivement observé un appareil. Dans un cas comme dans l'autre, la sécurité nationale du Royaume-Uni était en cause. Général Douglas MacArthur y déclare le 8 octobre 1955, les nations du monde devront s'unir car la prochaine guerre sera interplanétaire. Les nations de la Terre devront un jour faire front commun contre une attaque de peuples extraterrestres. Puis dans un discours devant l'Académie militaire des États-Unis le 12 mai 1962, vous affrontez maintenant un nouveau monde, un monde de changement. Nous parlons en termes étranges, de l'exploitation de l'énergie cosmique, de l'ultime conflit entre la race humaine unie et les forces sinistres d'un autre système planétaire de la galaxie. Henry Kissinger, secrétaire d'État US, prix Nobel de la paix 1973 le 21 mai 1992 à Evian, aujourd'hui, les Américains seraient outrés si les troupes des Nations Unies entraient dans Los Angeles pour rétablir l'ordre. Demain, ils leur en seront reconnaissants. Ceci est spécialement vrai si on leur disait qu'il existe une menace extérieure, réelle ou fictive, mettant en péril notre existence même. Alors tous les peuples du monde supplieront leurs dirigeants de les délivrer de ce mal. Tout le monde craint l'inconnu. Quand les gens connaîtront ce scénario, ils abandonneront leurs droits individuels en échange de la protection de leur bien-être par les gouvernements. Il me semble évident que les gens ne sont pas prêts à entendre tout ce que savent certains de nos dirigeants. Peut-être que nos visiteurs extraterrestres peuvent décider qui est prêt pour la vérité et qui ne l'est pas. Peut-être est-ce une question de choix individuel. Sénateur Barry Goldwater, général de brigade de réserve de l'US Air Force,
candidat à la présidence, je crois vraiment qu'il y a des extraterrestres dans l'espace. Ils ne nous ressemblent peut-être pas, mais j'ai le sentiment très fort qu'ils se sont développés bien au-delà de nos capacités mentales. Il est vrai que l'on m'a refusé l'accès d'un complexe sur la base de Wright-Patterson à Dayton dans l'Ohio, et je n'ai jamais pu y pénétrer. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous connaissons les rumeurs concernant un ovni capturé avec son équipage. Je n'ai jamais vu ce que j'appellerais un ovni, mais j'ai des amis intelligents qui en ont vu. Je pense que des enquêtes gouvernementales top secrètes dont nous ne savons rien sont en cours sur les ovnis, et nous n'en saurons jamais rien sauf si l'armée de l'air ne les révèle. Je crois les rapports des pilotes civils, de l'armée de l'air et de la marine, qui ont raconté qu'un ovni. Monsieur Nick Pope, fonctionnaire au ministère de la Défense de Grande-Bretagne, a été au cœur de la recherche sur les ovnis pendant 4 ans, de 1991 à 1994, a fait sensation en déclarant « Je crois aux extraterrestres », et en publiant un livre Open Sky, Closed Main, Ciel ouvert, Esprit fermé. Il a eu accès à des informations top secrètes et les nombreux cas d'observation sans explication rationnelle dont il a eu connaissance l'ont convaincu. Ses supérieurs hiérarchiques étaient furieux mais Monsieur Nick Pope ne s'est pas rétracté. Monsignor Corrado Balducchi, expert en théologie et en exorcisme du Vatican, il fit plusieurs interventions à la télévision italienne en 1998, pour déclarer que le contact avec les extraterrestres était un phénomène réel. Ces êtres existent, cela ne peut plus être mis en doute. Ces rencontres extraterrestres ne sont pas démoniaques, elles ne sont pas le fait de désordre psychologique, elles ne sont pas des cas de possession, mais elles méritent d'être étudiées soigneusement. Paul Hellyer, ministre de la Défense du Canada de 1963 à 67 le 25 septembre 2005, dans un discours effrayant à l'Université de Toronto qui a attiré l'attention des journaux et des magazines traditionnels, Paul Hellyer a indiqué publiquement « Les UFO sont aussi vrais que les avions qui volent au-dessus de votre tête ». Paul Hellyer a continué « Je suis également concerné quant aux conséquences que pourrait avoir une guerre intergalactique, j'ai mon mot à dire. C'est maintenant le moment de révéler qu'il y a des civilisations extraterrestres qui visitent la Terre. » L'association Comet alliée à l'Institut des hautes études de la défense nationale, composée d'officiers supérieurs, d'ingénieurs et de scientifiques, a rédigé un rapport, le fameux rapport Cometa, en 1999, qui se termine par 6 recommandations visant à renforcer l'étude du phénomène, transmis au président de la République ainsi qu'au Premier ministre. Le rapport conclut entre autres, à l'existence physique quasi certaine d'objets volants inconnus. Déclaration des scientifiques. Werner von Braun, créateur des V2 allemands puis des fusées américaines, nous sommes confrontés à des puissances de très loin supérieures à tout ce que nous supposions jusqu'ici, et qui nous sont inconnus. Je ne peux en dire plus pour le moment. Nous sommes maintenant sur le point d'entrer en contact avec ces puissances, et d'ici 6 ou 9 mois, il devrait être possible de parler plus précisément de ce sujet. 1959. Le Dr Hermann Oberth, créateur des premières fusées. Les ovnis sont conçus et dirigés par des êtres de la plus haute intelligence, et sont propulsés par distorsion du champ gravitationnel, convertissant la gravité en énergie. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que ces objets soient des sortes de vaisseaux interplanétaires. Mes collègues et moi sommes persuadés qu'ils ne sont pas originaires du système solaire, mais peut-être utilisent-ils Mars ou un autre corps céleste comme poste avancé. Ils ne sont probablement pas originaires du système solaire, ni même peut-être de notre galaxie. Nous ne pouvons pas nous prévaloir des avancées scientifiques dans certains domaines. On nous a aidés. Quand on lui demanda par qui, il répondit, les êtres des autres mondes. Et il rajouta, je crois que des intelligences extraterrestres observent la Terre et nous visitent depuis des milliers d'années. 1960 tirait à la retraite un groupe de journalistes. Dr Walter Riedel, ex-directeur de la base allemande de Peenemünde, je suis parfaitement convaincu qu'ils ont une base en dehors de la Terre. 7 avril 1952 dans Life Magazine, il développa son argumentation en 4 points. Premièrement, aucune structure terrestre ne pourrait supporter la température induite par les conditions de vol observées. À de telles vitesses et altitudes, l'échauffement du revêtement ferait fondre n'importe quel métal ou métalloïde connu. Deuxièmement, considérez les grandes accélérations auxquelles ils opèrent, si vous songez à la force centrifuge, qui dans les quelques minutes de ces évolutions rejetterait l'équipage vers l'extérieur, et ferait de même avec le sang, vous voyez ce que je veux dire. Troisièmement, dans de nombreux cas, ils ont fait des choses que seul un pilote pourrait faire, mais qu'aucun pilote humain ne pourrait supporter. Quatrièmement, dans la plupart des rapports, il y a absence d'émissions visibles.
La plupart des observateurs relatent des engins sans flamme ni traînée. S'il s'agissait de n'importe quel type connu de réacteur, fusée, moteur à piston, ou moteur à réaction chaîne, il y aurait une traînée à haute altitude très visible. C'est un moteur inconnu. Dr Maurice Biot, physicien, mathématicien et aérodynamicien. L'explication la plus probable est que les ovnis sont artificiels et contrôlés. Mon opinion depuis quelque temps est qu'ils sont d'origine extraterrestre. Dans Life Magazine, Maurice Chatelain, programme Apollo, responsable des communications de la NASA, tous les vols Apollo et Gemini furent suivis, à distance et quelquefois de très près, par des vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre. À chaque fois, les astronautes en informaient Mission Control, qui leur enjoignait de garder le silence le plus complet. En 1979, il déclara que la durée de transmission du dialogue entre le contrôle au sol et Apollo 11 permettait techniquement à la NASA de censurer des informations. Il soutient par ailleurs que tout le monde à la NASA savait que les astronautes observaient des ovnis, mais que la consigne était stricte, ne jamais en parler. Dr Dino Dini, ingénieur spatial de la NASA au sujet des ovnis aperçus au cours du vol Apollo 11, ces séquences furent effacées parce qu'il y avait là beaucoup de points qui ont surgi et qui faisaient partie de ce fameux Blue Book qui aurait dû être publié, avant qu'on change d'avis. En fait, la réalité est la suivante, ce qu'Armstrong a vu était réel. Car partout où règne la confusion, au cours de la dernière guerre, pendant la guerre du Golfe, partout où le chaos se déclenche, apparaissent ces disques volants. Ceux-ci proviennent de stations postées près de la Terre. C'était donc juste de le dire, et nous avons dû le faire. Neil Armstrong a vu des objets qui le suivaient, des vaisseaux spatiaux qui suivaient Apollo, et aussi des êtres vivants. Des vaisseaux ont également suivi les autres missions Apollo. C'est là une réalité attestée. C'est nous qui avons entravé le discours global, car nous avions reçu des instructions en ce sens. Nous étions effrayés au plus haut point lorsque nous avons compris l'énorme différence qu'il y avait entre notre technique, notre science et celle des ovnis. Il est donc évident que cela nous a amenés à donner des avis négatifs, dans leur globalité. Indéniablement, le fait décevant est que nous n'avons pas d'explication, car notre science est encore pratiquement primitive en comparaison de celle de ces planètes d'où proviennent ces vaisseaux spatiaux. 1997, lors d'une émission télévisée suisse. Dr Lee Katchen, physicien, expert atmosphérique de la NASA. Les observations d'ovnis sont si communes que les militaires n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc, ils les effacent de leurs écrans. Les principaux systèmes de défense, réseaux sages, ont des filtres ovnis intégrés et quand un ovni apparaît, ils l'ignorent simplement. Puis, les filtres éliminent tous les objets ou cibles non conventionnelles et ne font aucun enregistrement d'ovnis. Les cibles non conventionnelles sont ignorées parce que, apparemment, seules les cibles russes, potentiellement ennemies, nous intéressent. Quelque chose qui vole en stationnaire, puis qui se tire à 8000 km/h, ne nous intéresse pas, car ça ne peut pas être l'ennemi. Les ovnis sont détectés par des radars au sol et en l'air et ils ont été filmés par des caméras embarquées. 7 juin 1968. Dr James McDonald, professeur en physique atmosphérique à l'université d'Arizona. Je n'ai absolument aucune idée d'où viennent les ovnis ni comment ils fonctionnent, mais après 10 ans de recherche, je sais qu'ils viennent d'au-delà de notre atmosphère. 1967. Déclaration des pilotes et astronautes. Edgar D. Mitchell, astronaute Apollo 14. Nous savons tous que les ovnis sont réels. La question est, d'où viennent-ils? Lors d'une conférence publique, il déclara, « Quand j'ai été sur la Lune, il y a 26 ans, cela faisait partie de la sagesse populaire, religieuse et philosophique de croire que nous étions le centre biologique de l'univers. Peu, si tant est qu'il en reste, de gens instruits et cultivés acceptent encore cette théorie. Je suis convaincu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers. La question est de savoir quel est leur degré de développement, combien de milliers d'années de plus que nous. D'après ce que je sais aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu et expérimenté, je pense que les preuves sont formelles et beaucoup d'entre elles sont classées top secret par le gouvernement. » Le 4 décembre 1991, lors d'une conférence organisée par l'Institut des sciences nétiques, à New York, j'ai changé de position ces 2 ou 3 dernières années, ces 2 dernières années pour être précis pour suggérer, que nous disposons maintenant de suffisamment de preuves, que nous avons réellement besoin d'avoir un débat sérieux et ouvert, et une déclassification des informations, que le gouvernement et d'autres gouvernements détiennent, et que cela fasse partie de nos connaissances officielles. Maintenant, que cela soit vrai ou non, cela mérite une sérieuse investigation. Il y a là beaucoup trop de fumée pour qu'il n'y ait pas de feu. Si c'est réel, occupons-nous-en au grand jour.
Brisons les verrous que cette bureaucratie a posés sur tout cela. Il y a assez de preuves qui montrent clairement que ces informations sont dissimulées. Où pourrons-nous aller avec tout cela? Je ne le sais pas. En 2008, dans un article du Daily Mail Online, le 24 juillet 2008, Edgar Mitchell affirme qu'il y a eu des contacts avec des aliens, mais que c'est secret depuis 60 ans. Il a affirmé que reçoit les réels, et que des enquêtes se poursuivent sur des visites aliens similaires. Mitchell dit qu'il a été mis au courant de nombreuses visites sur Terre, durant sa carrière à la NASA, mais que chacune d'elles a été maintenue secrète. Il raconte aussi que des sources de l'agence spatiale qui avaient eu des contacts avec des aliens ont décrit ces êtres comme étant petits et d'apparence étrange pour nous. Il a dit que les supposés, du monde réel, étaient similaires à l'image traditionnelle d'un petit corps avec une grosse tête et de grands yeux. D'une manière peu rassurante, il a affirmé que notre technologie est loin d'être aussi sophistiquée que la leur, et il a souligné que s'ils avaient été hostiles, nous aurions déjà disparu aujourd'hui. Scott Carpenter, programme Mercury, à aucun moment, alors qu'ils étaient dans l'espace, les astronautes n'étaient seuls, ils étaient surveillés en permanence par les ovnis. Eugene Cernan, astronaute Apollo 17 et Apollo 10 dans le Los Angeles Times en janvier 1973, je suis l'un de ceux qui n'ont jamais vu un ovni. On m'a interrogé et j'ai dit publiquement que je pensais qu'il venait d'ailleurs, d'une autre civilisation. James Lovell, Gemini 12, 4 objets alignés. Je savais que ce n'étaient pas des étoiles. Colonel John Glenn, astronaute, sénateur US. Certains rapports sur les ovnis sont fondés. Puis quelques années plus tard, en ces jours glorieux, j'étais très mal à l'aise lorsque l'on nous demandait de dire des choses que nous ne voulions pas et d'en démentir d'autres. Certaines personnes nous demandaient, vous savez, étiez-vous seul là-haut? Nous n'avons jamais répondu la vérité, et cependant nous avons vu des choses là-bas, des choses étranges, mais nous savons ce que nous avons vu là-haut. Et nous ne pouvions réellement rien dire. Nos supérieurs avaient vraiment très peur de cela, ils avaient peur d'un truc du genre de la guerre des mondes, et de la panique générale dans les rues. Donc, nous devions rester silencieux. Et maintenant nous voyons ces choses seulement dans nos cauchemars ou peut-être dans des films, et certaines sont très proches de la vérité. Major Gordon Cooper, pilote, astronaute a formellement démenti avoir vu un ovni lors de son vol spatial, il a cependant vu des ovnis dans les années 50 alors qu'il était encore pilote de chasse en Allemagne. Pendant plusieurs jours d'affilée nous avons observé des engins métalliques en forme de soucoupe, à de très hautes altitudes au-dessus de la base, et nous avons essayé de nous approcher d'eux, mais ils étaient capables de changer de direction beaucoup plus rapidement que nos chasseurs. Je crois vraiment que les ovnis existent et que les véritables cas inexpliqués proviennent d'une autre civilisation technologiquement avancée. Au vu de mon expérience aéronautique et spatiale, je pense avoir une idée assez précise de ce que tout le monde sur cette planète a sur les capacités de leur performance, et je suis sûr qu'au moins quelques-uns de ces ovnis ne viennent pas de la Terre. En 1985 il fit une déclaration solennelle aux Nations Unies. Je crois que ces vaisseaux extraterrestres et leurs équipages qui visitent la Terre à partir d'autres planètes sont d'une manière évidente un peu plus avancés technologiquement que nous. Je pense que nous avons besoin d'un programme coordonné de très haut niveau pour collecter et analyser scientifiquement les données de l'ensemble de la planète sur les différents types de rencontres afin de déterminer comment interagir au mieux avec nos visiteurs d'une manière amicale. Nous devrions tout d'abord leur montrer que nous avons appris à résoudre nos problèmes de manière pacifique plutôt que par la guerre, avant d'être acceptés en tant que membres à part entière de l'équipe universelle. Cette admission offrirait à notre monde de fantastiques possibilités de progrès dans tous les domaines. Il semblerait alors certain que les Nations Unies possèdent un droit acquis à traiter ce sujet de façon appropriée et rapide. Pendant des années, j'ai vécu avec un secret, le secret imposé à tous les spécialistes et les astronautes. Je peux maintenant révéler que chaque jour, aux États-Unis, nos radars repèrent des objets de forme et de nature inconnus. Et il y a des milliers de rapports de témoins et quantité de documents qui le prouvent, mais personne ne veut les rendre publics. Pourquoi ? Parce que les autorités ont peur que les gens imaginent une espèce d'horribles envahisseurs. Donc le maître mot demeure, nous devons éviter la panique à tout prix. Donald H. Slayton, astronaute mission Mercury, a rapporté dans son livre la rencontre qu'il a faite avec un ovni lors d'un vol d'essai en 1951. J'ai effectué un vol d'essai sur un chasseur P-51 à Minneapolis, quand j'ai repéré cet objet. Il était environ à 10 000 pieds en ce bel après-midi ensoleillé. J'ai pensé que c'était un cerf-volant, puis j'ai réalisé qu'aucun cerf-volant ne pourrait voler aussi haut. Comme je me rapprochais, cela ressemblait à un ballon-sonde, grillé d'un diamètre d'environ 1 mètre. Mais aussitôt que je me plaçais derrière cette sacrée chose, cela ne ressemblait plus à un ballon.
Cela ressemblait à une soucoupe, un disque. Au même instant, je pris conscience qu'il s'éloignait de moi tout d'un coup, et j'étais là, volant à plus de 500 km/h. Je l'ai poursuivi pendant quelques instants et puis subitement cette fichue chose a simplement décollé. Elle a grimpé avec un angle de 45 degrés environ et en accélérant et a tout bonnement disparu. 2 jours plus tard, je prenais une bière avec mon commandant, et je me suis dit, bon sang, je devrais lui en parler. Je l'ai fait et il m'a dit d'aller aux renseignements et de leur faire un rapport. Je l'ai fait, et je n'en ai plus jamais entendu parler. James Omgdivitt, astronaute. Mon observation d'OVNI a eu lieu il y a longtemps, en 1965 lors de la mission spatiale Gemini 4. Je regardais par le hublot lorsque j'ai aperçu un objet cylindrique auquel était attaché un tuyau ou une antenne. Une photo est sortie après qui ne correspondait malheureusement pas du tout à l'objet que j'avais vu. Cela ressemblait plutôt à des taches de lumière. Georgi Monsieur Grushko, cosmonaute, Soyuz et Salyut. Si j'étais libre de dire ce que j'ai vu dans l'espace, le monde en serait stupéfait. Valery Shbikovskij, cosmonaute russe lors d'une mission le 14 juin 63, ici Nibio. Quelque chose m'accompagne dans l'espace, cela vole à côté de ma capsule et cela vient à moi. Vladimir Kovalyanok et Alexander Ivanchenkov, cosmonaute, Soyuz 29 juin 1978, l'objet se déplace à 20-30 degrés, il passe sous notre appareil. On dirait une balle, elle grossit de plus en plus. Cette orange foncé, elle évolue trop près de nous. En 1993, dans son village de Kosnikov, près de Moscou, le général-major d'aviation Vladimir Kovalyanok a déclaré, dans une interview vidéo avec Giorgio Bongiovanni, en mai 5, 1981, we were in orbit in the Soyuz Space Station. I have an object studied in any cosmic object I'm familiar with. It was a round object which resembled a melon, round and a little bit elongated. In front the object was something that resembled a girating de pressed cone. I can draw, is difficult to describe. The object resemble a barbell. I have becoming transparent and like with a body inside. As the other end have something like a discharging, like a reactive object. Then something happened that is very difficult for me to describe from the point of view of physics. Last year in the magazine Nature I read about a physicist, we tried together to explain the phenomenon and we decided it was a plasma form. You have to recognize that it did not have an artificial origin. It was not artificial because an artificial object couldn't attain the form. I don't know of anything that can make the movement, tightening, then expanding, pulsating. Then I was observing, something happened. The Disclosure Project. Je vous invite vraiment à étudier les ouvrages de Stephen Gray. Pour la toute première fois aux États-Unis, plus d'une soixantaine de militaires, fonctionnaires, agents de renseignement et employés de l'industrie ont accepté de témoigner sur des opérations ultra secrètes et de révéler la vérité sur les plus vastes programmes clandestins de notre histoire. Ces témoignages explosifs, issus de l'intérieur même de l'État américain, constituent la preuve absolue que les ovnis sont une réalité, que certains sont d'origine extraterrestre et qu'il est fait usage, dans le cadre de programmes ultra secrets, de technologies induisant des énergies et des modes de propulsion, qui signifieraient pour l'homme la naissance d'une nouvelle civilisation, une civilisation sans pauvreté ni pollution, une civilisation capable de voyager parmi les étoiles. Il ne s'agit ici pas simplement de récits d'ovnis, d'extraterrestres et d'opérations secrètes, mais du fait que 50 années d'évolution humaine ont été différées, et du fait que ces projets secrets pourraient bien contenir une véritable solution, et à la crise énergétique et environnementale que connaît notre planète, et à la pauvreté dans le monde. Un livre événement après lequel il ne sera plus possible d'affirmer que nous sommes seuls dans l'univers. Issu d'une enquête qui s'étale sur près de 10 années, ce livre révèle les témoignages de pilotes militaires et civils ainsi que de contrôleurs aériens qui ont suivi au radar la trajectoire de ces vaisseaux spatiaux, dont la vitesse atteignait des milliers de kilomètres à l'heure. Le témoignage de personnes impliquées dans ces opérations qui ont manipulé des vaisseaux spatiaux, des corps et des débris d'origine extraterrestre, des personnes qui témoignent également du fait que des engins extraterrestres ont bien été abattus. La vérité en ce qui concerne de nouvelles énergies et de nouveaux systèmes de propulsion. Des technologies qui sont déjà au point et qui fonctionnent, mais qui sont dissimulées au sein d'opérations opaques. Des technologies qui, une fois divulguées, pourraient générer une nouvelle civilisation sur la Terre. Des témoignages issus du stratégique armement et de personnes responsables d'armes nucléaires,
concernant la profonde inquiétude que les extraterrestres ont montrée à propos de ces armes nucléaires et du fait que nous implantions des armes dans l'espace. Des témoignages qui révèlent l'agenda secret qui se cache derrière la guerre des étoiles, le système de missiles stratégiques de défense, qui a pour but final de faire croire à une menace extraterrestre, alors qu'il n'en existe aucune, afin de dépenser des milliards de dollars à accumuler des armes dans l'espace et ce, à la charge du contribuable américain. Des dizaines de documents officiels ultra secrets qui prouvent que les ovnis existent et que les gouvernements de la planète cachent la vérité depuis plus de 50 ans. Autant de récits qui révèlent définitivement les secrets les mieux gardés de notre histoire, des récits concernant notre passé secret et la possibilité d'un avenir nouveau et extraordinaire. À nous de réclamer maintenant que ces technologies qui pourraient sauver la Terre soient sorties du contexte opaque de ces opérations classées, en vue d'applications pacifiques dont toute l'humanité pourra profiter. Car ce n'est rien moins que l'avenir de la planète Terre qui est en jeu. Pour la plupart des gens, la question de savoir si nous sommes seuls ou pas dans l'univers relève tout simplement du songe philosophique, quelque chose qui susciterait l'interrogation d'universitaires, mais sans véritable importance. Même la preuve que des formes de avancées non humaines nous rendent actuellement visite, prend pour beaucoup l'allure d'une incongruité dans un monde de réchauffement planétaire, de terrible pauvreté et de menaces de guerre. Face aux réels défis qu'implique le futur à long terme de l'humanité, les questions d'ovnis, d'extraterrestres et de projets gouvernementaux secrets ne sont qu'un détail, pas vrai? Faux. Catastrophiquement faux. Les preuves et témoignages présentés dans l'ouvrage Révélation, tome 1 et 2 de Stephen M. Gray, établissent ce qui suit. Point central que des civilisations extraterrestres avancées sont effectivement en train de nous rendre visite et qu'elles le font depuis un certain temps déjà. Point central que cela représente le programme le plus secret et le plus cloisonné des États-Unis et de bien d'autres pays. Point central que ces opérations ont échappé, comme nous en avait averti le président Eisenhower, à toute surveillance et à tout contrôle légal aux États-Unis, au Royaume-Uni et en d'autres lieux. Point central que des vaisseaux spatiaux technologiquement avancés et d'origine extraterrestre appelés véhicules extraterrestres, VE, par certains organismes de renseignement, ont été abattus, récupérés et étudiés depuis les années 40 au moins, et probablement déjà depuis les années 30. Point central qu'il a résulté de l'étude de ces objets, comme d'innovations humaines se rapportant à cela et venant d'époques aussi datées que celle de Nikola Tesla, des avancées technologiques d'importance dans la production d'énergie et dans la propulsion, et que ces technologies utilisent une physique nouvelle qui ne nécessite pas de combustion d'énergie fossile ou d'utilisation de radiation ionisante pour générer des quantités illimitées d'énergie. Point central que des opérations classées et ultra secrètes comprennent des unités de propulsion antigravitationnelle totalement opérationnelles ainsi que des nouveaux systèmes de production d'énergie qui, s'ils étaient rendus publics et adaptés à un usage pacifique, pourraient donner lieu à une nouvelle civilisation humaine exempte de manque, de pauvreté ou de dommages environnementaux. Ceux qui mettent ces assertions en doute devraient attentivement lire les témoignages émanant de dizaines de témoins appartenant à l'armée et à l'administration, et dont les affirmations établissent clairement tous ces faits. Compte tenu des immenses et profondes implications que supposent ces affirmations, qu'on les admette ou qu'on en doute, tous doivent réclamer la tenue d'audition devant le Congrès pour faire toute la vérité sur cette affaire. Car ce n'est rien de moins que le futur de l'humanité qui est en jeu. Information classée secrète. Une information classée secrète est une information sensible dont l'accès est restreint par une loi ou un règlement à un groupe spécifique de personnes. Une habilitation est requise pour posséder des documents classés ou accéder à des données classées. Il y a généralement plusieurs niveaux de sensibilité, classés par un système hiérarchique du secret utilisé potentiellement par l'ensemble des gouvernements. L'influence de l'anglais conduit souvent à utiliser, par erreur, le mot classifié au sens de classé secret. En français, classifier signifie seulement répartir selon une classification, et n'a pas pris le sens de l'équivalent anglais. C'est donc abusivement que l'on emploie classifier au sens de secret, d'autant qu'il existe toutes sortes de classifications, classification phylogénétique, classification binomiale, classification des minéraux, etc. Il faut ici distinguer, le cadre définissant les niveaux de secret, c'est dans la loi française, la classification évoquée par le code pénal, définissant la restriction d'accès et de diffusion de la donnée. Le fait de placer une donnée dans l'un de ces niveaux, c'est en France, le classement au titre du secret défense. Le fait de rendre public un document classé, c'est-à-dire de le déclasser. L'objectif d'un classement secret est de protéger l'information contre un emploi susceptible de nuire à la sécurité nationale. Niveau de secret. Bien que les systèmes diffèrent d'un pays à un autre,
La plupart d'entre eux ont des niveaux correspondant à ceux définis ci-dessous. Les termes anglais correspondants sont en italique. Les niveaux sont classés du plus fort au plus faible. Dénomination anglaise. Description très secret. Top secret. Le plus haut niveau de secret de l'information. La divulgation publique de cette information pourrait causer un dommage extrêmement grave pour la sécurité nationale. Secret. La divulgation publique d'une information classée secret pourrait nuire sérieusement à la sécurité nationale. Confidentiel. La divulgation publique d'une information classée confidentielle pourrait nuire ou être préjudiciable à la sécurité nationale. Restricted. La divulgation publique d'une information classée restreinte pourrait causer des effets indésirables. Quelques pays n'utilisent pas cette classe. Non protégé. Inclassifié. Ce niveau est utilisé pour les documents gouvernementaux dont le niveau de sensibilité ne correspond pas à une des classes ci-dessus. Leur lecture ne nécessite pas d'habilitation spécifique. Ces niveaux de classement génériques n'offrant pas la finesse nécessaire à la protection des informations les plus sensibles, ils sont complétés par un système de protection spécial, multiniveau, composé de compartiments. Chaque compartiment protège une catégorie spécifique d'informations, peut être imbriqué dans un autre compartiment, est désigné par un mot codé lui-même secret dont l'existence et le sens sont protégés par un niveau de secret générique. Une liste de contrôle d'accès basée sur le besoin d'en connaître et ou l'accès préalable à un ou plusieurs compartiments par an, est désignée éventuellement par un surnom non secret composé de 2 mots, destiné à un usage public, document budgétaire, etc. Possède ses propres règles de contrôle d'accès définies par l'autorité ayant créé le compartiment, pouvant se superposer aux règles de contrôle d'accès applicables au niveau de secret générique et combinant selon les usages nationaux et le niveau de sécurité requis, le besoin d'en connaître.